Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire Le Médiateur. Donc, nous sommes en direct sur la radio Al-Mouatin comme d'habitude et nous sommes en train d'enregistrer une émission faite en présence de deux invités. Nous avons avec nous Maître Redouane Métioui. Redouane Métioui, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Et nous avons aussi Monsieur Mohamed El Bahouri. Bahouri Boubaker. Boubaker, voilà. Boubaker, qui va en fait intervenir en tant que témoin d'une situation vécue en fait dans le cadre d'un placement d'un de ses enfants en fait au niveau du ISAJ de Bruxelles. Donc, bien sûr, le thème d'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le SPJ et le ISAJ, donc le service de la protection judiciaire et le service de l'aide à la jeunesse. Et donc on va essayer via Maître Redouane Métioui de comprendre en tout cas au niveau du droit quels sont ces deux services, quels sont en fait leurs rôles qu'ils jouent, et puis alors quelles sont les spécificités peut-être. On va lui donner la parole pour commencer, et puis alors on va faire un tour de table par la suite. Bonjour. Voilà, donc effectivement, je suis amené à faire un petit exposé, mais qui sera vulgarisé. On ne va pas être technique. Le but, c'est d'essayer de passer un message et pas de donner un cours de droit à des étudiants de droit. Donc, je vais essayer d'être au plus simple et excusez-moi déjà d'avance si c'est un peu compliqué, parce que parfois, il est important d'utiliser les bons termes. Vous m'avez parlé de SAJ et du SPJ. Oui. Alors, il faut d'abord dire ce que recouvre ces quelques lettres. Le SAJ, c'est le service d'aide à la jeunesse, et le SPJ, service de protection à la jeunesse. Alors, immédiatement, il faut pouvoir faire une distinction entre les deux, mais en se rappelant qu'ils participent tous deux de ce qu'on appelle l'aide protectionnelle. La protection de la jeunesse. Donc le législateur, déjà en 65 à l'époque, l'objectif c'est d'apporter une loi qui protège particulièrement la jeunesse en raison de sa spécificité. Donc on va déroger aux droits communs des individus pour apporter pour les enfants de 0 à 18 ans, et même parfois, vous allez voir, parfois c'est même avant la naissance qu'on prévoit des modes de protection pour pouvoir assurer cette protection. Alors pourquoi le SPJ et le SAJ? C'est que le SAJ, c'est l'aide volontaire. Lorsqu'il n'y a pas de contrainte, on peut apporter un enfant avec l'accord des parents. S'il n'y a pas d'accord avec les parents, normalement, effectivement, il n'y a plus de possibilité d'agir, sauf via un juge. Juge qui peut à ce moment-là suppléer et prendre des décisions qui reviennent normalement aux parents. Et c'est pour ça qu'on parle de protection judiciaire, SPJ, et c'est un juge de la jeunesse à ce moment-là qui, finalement, après avoir convoqué les parents, prend des décisions qui sont des décisions en lieu et place des parents dans l'intérêt des enfants. Oui, je te laisse terminer, monsieur. Voilà, et donc le SAJ, lui, c'est un conseiller d'aide à la jeunesse qui joue finalement le même rôle, mais s'il n'a pas la contrainte, il ne peut pas imposer, s'il n'y a pas d'un consensus ou un accord entre les parents, il ne peut pas prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant, comme ça, d'autorité. Voilà la différence entre les deux. Et quand est-ce qu'ils interviennent? Parce que quand on parle d'aide à la jeunesse, il faut savoir que c'est dans des situations exceptionnelles. La loi prévoit qu'on agit uniquement lorsque les intérêts de l'enfant sont en péril, quand l'enfant est en danger, en raison de plusieurs facteurs. Ça peut être en raison de du milieu, de l'environnement, en raison de lui-même, de son propre comportement. Et ça peut être aussi en raison parfois, mais malheureusement, il n'y a pas eu de faute particulière, mais des parents malades, imaginons qui sont dans une situation où ils ne peuvent plus l'enfant, l'enfant doit être pris en charge. Et donc là, c'est des situations de danger de l'enfant où on peut intervenir. Donc il y a plusieurs sortes en tout cas d'accompagnement, de traitement, soit de placement, soit intervenir au sein de la famille, etc. Alors, donc il y a plusieurs... En termes de mesures, on parle de mesures dans lesquelles, que ce soit le conseiller de la jeunesse ou le juge de la jeunesse, peut intervenir à plusieurs niveaux. Et normalement, la loi prévoit qu'on doit y aller graduellement. On doit d'abord commencer par la mesure qui est qui s'ingère moins dans la vie privée finalement de cette famille, jusqu'en ultime recours, les placements. Les placements qui peuvent être des placements de longue durée, de très longue durée.
Et il est le moment d'intervenir maintenant pour pouvoir expliquer que il y a des placements, on entend souvent les IPPJ, donc les institutions publiques de la jeunesse. Oui. C'est souvent là quand le mineur a commis un fait qualifié infraction. Donc il est placé parce qu'il a, par exemple, il est soupçonné d'avoir volé. Ou donc on a un côté éducationnel et on punit quelque part, on essaye d'aider les parents à éduquer l'enfant pour éviter aussi qu'il se retrouve en prison après 18 ans. Quoi. Et puis il y a des autres institutions qui, eux, n'ont rien à voir avec le caractère sanctionnel, mais qui sont, je vais dire typiquement l'espèce de home, c'est des endroits, il y en a plusieurs, hein, je veux dire, où l'éducation... de resocialisation, rééducation... Et un endroit où il y a une mission du juge... Oui. doit être exécuté. Oui. Alors ça peut être effectivement le logement, mais ça peut être surtout retravailler le lien social avec les parents, ça peut être aussi travailler pour le décrochage scolaire, travailler à une remise en pied au niveau scolaire. Oui. Parfois il y a des services qui sont vraiment, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais il y a des milliers de lettres, SAI, des systèmes d'urgence, des systèmes qui travaillent 3 mois, parfois 6 mois. L'objectif, c'est que le juge, parmi toutes ces institutions, essaie de trouver celle qui convient le plus pour pouvoir répondre aux besoins. Ça, c'est la théorie. Et on pratique, et dans la pratique, on fait le rôle d'un avocat dans tout ça. En fait, en cas de situation où la famille, par exemple, fait appel à un avocat, dans quelles circonstances? Alors, dans ce secteur, il y a un avocat qui est automatiquement désigné par le parquet. Quand un mineur est en danger. Donc, automatiquement, dès qu'on prive par exemple de liberté un mineur, eh bien il a le droit de voir un avocat, et cet avocat, c'est même pas les parents qui le choisissent dans un premier temps, c'est le parquet qui informe le barreau qu'un mineur privé de liberté et on doit le désigner un avocat. C'est la loi qui le prévoit. Et donc cet avocat qui fait partie d'une colonne est désigné, colonne jeunesse, est désigné pour aller assurer sa défense. Et il doit garder son indépendance par rapport aux parents, parce que parfois, il est important de faire la distinction entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des parents. Ça peut arriver dans certains cas que certains parents, qu'ils le fassent volontairement ou pas, finalement orientent l'éducation, ou bien d'une certaine manière qui n'est pas adéquate. Quand l'enfant est en danger, comme par exemple chez sa famille, dans son foyer, etc. Imaginons une manière d'éduquer qui est extrêmement violente. Cas de figure, on frappe, etc. Si c'est l'avocat qui est choisi ou bien qui doit agir pour défendre les intérêts des parents, il va être particulièrement bloqué pour pouvoir expliquer au juge que son client commet des infractions sur son fils, à savoir frapper. Et donc, il faut ici une indépendance par rapport à l'avocat qui n'est pas là pour dénoncer tout ce qui est fait, mais qui doit veiller aussi essentiellement en premier compte de rendre des comptes aux mineurs. C'est ça la différence. Et il y a également les avocats des parents. Les parents peuvent aussi avoir un avocat. Parfois, moi, je les invite très fort parce que c'est très compliqué à comprendre ce qui se passe derrière. On se sent dépossédé de sa famille lorsqu'on voit des gens qui interviennent comme ça, en soi-disant qu'ils savent ce qui est mieux pour nous. Donc c'est parfois difficile pour un parent de se sentir dépossédé de son enfant, de son histoire, avec des personnes qui connaissent rien de l'histoire familiale, mais qui ont le titre d'experts et qui, eux, vont donner la bonne solution. Et c'est ce qui se passe souvent, en fait, dans ce genre de dossier. Souvent, c'est violent au début, surtout dans les placements d'urgence. On arrache l'enfant, il y a des décisions qui sont prises, sans finalement que les parents puissent comprendre, et donc il y a au début un lien à retravailler. Moi, la première chose que je fais, c'est expliquer, comme je vous explique ici, aux parents, attendez, vous n'avez pas ici des ennemis qui viennent vous enlever. Parfois, ça peut arriver qu'ils fassent mal leur travail, c'est possible, c'est tous des êtres humains. Donc, moi, je parle de la théorie, l'objectif qui est poursuivi par la loi, mais il faut d'abord réexpliquer, souvent aux parents, c'est de comprendre dans quel contexte, pourquoi ils sont amenés à prendre ces décisions. Et la première chose à faire, c'est de, quand vous êtes convoqué devant un juge, expliquer calmement qui vous êtes pour qu'on puisse vous cerner. Et vous aussi apporter finalement une solution à un problème qui est manifeste, parce qu'un enfant
en danger, parce qu'il erre, il est dans les rues, il vagabonde, ou bien il fait des tentatives de suicide ou autre, ça ne fait plaisir à aucun parent. Aucun parent. Et autour, de toute façon, je pense qu'il y a aussi pas mal d'institutions qui sont extra, en fait, SAJ ou SPJ, comme SOS Jeunes, comme SOS Enfants, comme d'autres intervenants extérieurs aussi, qui interviennent parfois aussi. Ils sont satellitaires et ils peuvent aussi être investis dans le cadre de la mission qui est programmée par le juge. Effectivement, on peut très bien faire un exposé que sur le SOS Enfants ou sur d'autres services. Je ne veux pas tous les citer, mais l'objectif, il est le même. C'est que les rênes sont normalement entre les mains du conseiller dans l'aide à la jeunesse ou entre les mains du juge de la jeunesse sans avoir besoin de l'accord des parents, dans un objectif notamment de sauvegarder les intérêts de l'enfant. Oui, on va passer à M. Boubker qui a une histoire, en tout cas une histoire très très difficile à raconter. En tout cas, il va essayer d'expliquer ce qui s'est passé lui. En tout cas, une expérience qui n'est pas bonne du tout avec le ISAJ, puis alors après avec le SPJ, concernant un enfant, un garçon je pense de 14 ans, qui a été au départ en fait amené vers le SAJ justement parce que il y avait un besoin d'aide de départ et puis c'est devenu un cauchemar. Donc je te donne la parole pour que tu puisses nous expliquer en tout cas ce qui s'est passé. Merci. À l'école, on m'a dit votre enfant il est en retard scolaire. On m'a dit se présenter à l'ISAJ, ils vont vous aider. C'est ce qu'on a fait. On a été à l'ISAJ, il a dit oui. Ils nous ont envoyé chez un pédopsychiatre qui est connu dans un, je ne vais pas donner le nom. Alors lui, il a fait un dossier, il a vu le petit pendant, même pas lui, parce qu'il a une équipe. Et l'assistante, il l'a vu pendant 7 mois. Ils ont fait un bilan. Après, il a dit oui, il faut une école spécialisée. On les a entendus, on les a écoutés, on est d'accord. On n'a pas trouvé à Bruxelles, on l'a inscrit à 80 km d'ici. Ils nous ont dit, là, on a été, le directeur, il m'a dit, oui, monsieur, le petit, quand on a vu, ils ont fait un examen avec lui, il m'a dit, maximum 2 ans. 2 ans, il va rester chez nous, pas plus. Bon, d'accord. La première année, il s'est bien passé. L'enfant était content, nous, on était contents, tout va bien. La deuxième année, il voyait plus le psychiatre, le psychologue là-bas, il le laissait tomber. Normalement, il va une séance tous les mercredis. Il lui dit, non, il n'a pas le temps, tout ça, voilà. Après, il y a un éducateur pour le manger, avec tout le monde. Il lui amène, lui dit, moi je ne mange pas le porc, il prend l'assiette, il met sur la figure. Il a les témoins. Ça, c'est au centre d'accueil. Oui, centre d'accueil. Là où il a été placé. Et la police, il est venu, il a pris tous les enfants, ils les ont filmés, ils ont dit la même version que le petit. Et l'éducateur, il est toujours jusqu'à présent, ça fait 2 ans. On a été raconté à la juge, tout ça, il a dit, moi je m'en fous, ça c'est le travail de la police. Moi, il doit rester là. Même s'il subit, tout ce qu'il subit là, il doit rester là. Chez nous, il ne subissait rien. On lui a parlé, est-ce que tu t'es maltraité? Non. Tes parents sont violents? Non. Et en plus, le monsieur à l'ISAJ qui nous a fait ça, il a fait un papier avec le docteur. Le docteur, il a écrit des choses, monsieur Hassan les a vus, il les a lus. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. On n'était même pas au courant. Monsieur à l'ISAJ, je ne vais pas donner son nom, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Il a écrit qu'on dit, on ne fait pas à manger à la maison. Madame, il est tout le temps malade. Il y a 14 appartements, on a des problèmes avec tous les voisins. Et quand la police, il a eu le dossier, ils m'ont dit, monsieur, mais celui-là, pour qui il se prend? Après, ils m'ont dit, pourquoi vous êtes allé à l'ISAJ? Il a rédigé en fait un rapport sans même rencontrer la famille. Il ne connaît pas. Il a décrit l'état de la famille, voilà. Sa manière de vivre. Et le pire de ça, qu'on a été chez la police, ils ont filmé, parce que j'ai 5 enfants, je n'ai pas de seul. Ils ont filmé les grands, ils ont posé des questions, ils sont sortis, ils m'ont dit, monsieur, vous êtes un con, vraiment je le dis, pourquoi vous êtes allé à l'ISAJ? Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. C'est toujours le même problème avec l'ISAJ. Il n'y a rien, il m'a dit, voilà, le dossier, on n'a rien, on va envoyer la juge. Et ils ont envoyé, mais la juge, il se base toujours sur le papier que l'ISAJ a fait. Voilà, il ne change pas d'avis. L'ISAJ, il a fait ça pour moi, vous êtes ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est comme ça qu'il aide les gens, les parents? Non. Et puis après, M. Boubker, oui. Excusez-moi, je te coupe. Après, ton dossier a été transféré au service de la protection. Voilà. Et là, c'est pire encore.
Oui. Parce qu'il est venu à la maison, il a vu la situation et tout ça, et rien. Et la juge, ça fait 2 ans, il a dit oui, il peut venir à Bruxelles. Mais l'assistant de l'SPJ, on a été, il y a Nadia qui était avec nous, on a été à l'Institut. Il parle, il dit oui. Et après, elle, est-ce qu'il dit non, les parents, ils ont des difficultés, et les parents, ils sont ça. Mais on lui a dit, mais s'il vous plaît, on est là pour les petits, pas pour les parents. C'est lui qui va être à l'école, c'est pas nous. Après, il dit non, c'est comme ça. Et voilà. Et, 1 fois, 2 fois, et maintenant, ici, il ne veut plus l'inscrire, et lui, il ne veut plus rester là. Alors, dites la solution, où est-ce qu'elle est? Et donc le petit, il est toujours placé. Ben oui, parce qu'on ne sait pas l'inscrire ici. On a été les SPJ, il téléphone, il dit non, il ne faut pas l'inscrire. Oui, et ils nous ont dit, j'ai dit, madame, donnez-moi la preuve, comme quoi ils ont dit non, monsieur, ça c'est votre problème avec eux. Les SPJ, le téléphone, il dit non, il ne faut pas l'inscrire. On va donner la parole à Maître Métiwi pour essayer c'est toujours difficile de se prononcer sur un cas particulier dont on ne connaît pas l'entièreté. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des ratés. Et moi, dans les dossiers que j'ai traités depuis 12 ans, il y a des ratés. Mais je parle, moi, de manière générale. Il n'y a pas qu'un seul juge de la jeunesse, il y en a vraiment plusieurs. On en a 30, 40, et je parle que sur Bruxelles. Ils ont tant de manières de travailler différents, et puis au sein d'un juge de la jeunesse, il peut y avoir des moments où il n'a pas bien saisi, ou bien le contact n'est pas bien passé. Il faut vraiment comprendre que c'est pas évident. Alors le SAJ, ça aussi, je peux vous dire que c'est pas évident, ils sont submergés. Et parfois, c'est du travail, en tout cas, que moi aussi, je dis, mais non, je préfère directement passer au SPJ ou bien ne pas avoir affaire avec eux parce que, parfois, ils sont débordés. Ils sont débordés et ils n'ont pas la capacité d'analyse. Et j'ai eu des situations où ça s'est débloqué. J'ai eu heureusement pas mal de cas heureux et heureusement qu'ils sont intervenus par moment. Mais d'autres situations où, quand on aborde un problème aussi complexe, on ne peut pas le faire à la légère. Avec l'intervention d'un avocat, peut-être ici la famille s'est défendue toute seule. Avec l'intervention d'un avocat, c'est indispensable. Et surtout un avocat qui s'investit. Parce qu'il y a aussi des avocats, il faut pouvoir le dire aussi, il faut balayer devant sa propre porte aussi, qui ne sont pas assez investis aussi par rapport aux mineurs. Il faut pouvoir aussi aller saisir, voir comprendre et peut-être éventuellement taper sur la main sur la table pour dire mais ça ne va pas, il faut pouvoir trouver une solution, des lieux d'hébergement ne sont pas adéquats. Combien de fois on n'a pas assisté à des situations qui se sont empirées? C'est vrai, ça peut exister. Mais il ne faut pas aussi occulter toutes les situations qui ont fonctionné. Et donc moi j'ai vécu. Et ce n'est pas une expérience, 2 expériences. Je peux comprendre qu'à l'échelle de sa famille, quand on vit dans sa chair, eh bien on rejette tout le système. C'est logique, je ferai la même chose. Mais moi j'ai le côté professionnel, actif sur plusieurs années. Je sais qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et il y a des choses qu'il faut vraiment se battre, et je suis de votre côté, et je crois qu'il faut pouvoir le souligner, on ne le fait jamais assez, parce que c'est tellement dommageable au niveau de la famille, qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Mais il y a aussi des choses qui fonctionnent, et heureusement. Les enfants, parle un exemple, des enfants parfois, qui naissent sous l'effet de la drogue, qui sont déjà drogués à leur naissance. Parce que la maman accouche, elle est pas sevrée, alors ça peut être l'alcool. Des situations comme ça, si on n'intervient pas, en urgence, si on ne trouve pas, cet enfant, il est mort-né. Mais ici, le petit... Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de manière générale des cas qui fonctionnent aussi. Parce qu'il faut aussi avoir une vue globale des situations qui fonctionnent aussi. Et il faut aussi être aux côtés des personnes comme monsieur où ça n'a pas fonctionné. Ça, vu qu'on a le témoignage de monsieur en direct, en fait, monsieur, donc j'ai lu le dossier et elle m'a expliqué aussi à plusieurs reprises en fait le cas de son enfant. Il dit que, et d'ailleurs j'ai rencontré l'enfant aussi, j'ai parlé avec lui, il dit qu'il allait se suicider, si jamais on fait rien pour le sauver. Et donc le papa a signalé justement au SPJ et aussi au juge qui s'occupe du dossier que le petit risque de se suicider, mais rien à faire. Ça aussi, on sait qu'un enfant peut-être va se suicider. L'enfant ne veut plus rester dans ce centre-là. Il demande que je change le centre. Il ne veut pas retourner en famille. Mais il dit que je suis menacé. Par exemple, il y a un avocat du mineur. Il peut très bien faire interjeter appel et avoir un autre juge qui lui conseille l'appel, qui a une autre lecture. C'est ce qu'ils ont demandé depuis longtemps. Mais ça a été fait cet appel. Non. Oui, mais voilà, donc cet appel, moi je le fais régulièrement. Au moins, on a une autre vision, un autre contrôle. Et il y a aussi des traces écrites qu'il faut pouvoir faire. Donc, notamment, par exemple, des rapports
on n'est pas obligé de subir des rapports d'assistants sociaux que vous considérez comme incompétents. On peut très bien demander à nos propres, à notre service, de faire un rapport qu'on peut déposer au dossier. En disant voilà un autre son de cloche, voilà l'évolution mentale de l'enfant depuis qu'il est dans ce centre-là. Voilà, on doit agir aussi. Et ça a été fait. Donc il y avait une contre-expertise qui a été faite, qui était totalement positive. On a été chez M. Bernard De Vos, il connaît le travail, le rouage des stagiaires, il connaît le monsieur qui travaille, qui fait les dossiers pour le parquet de la jeunesse, la police le connaît. Ne pas avoir été en appel. Non, mais le problème, c'est le pire, c'est que ce monsieur, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il ne doit pas passer d'abord par la police? Pourquoi il donne directement au parquet de la jeunesse? Il incrimine les gens et les enfants comme ça, et on le laisse faire jusqu'à présent. De qui vous parlez? De le monsieur, il travaille à l'ESAJ. Il ne connaît pas celui qui a fait le dossier contre nous. Donc à transférer le dossier au SPJ. J'étais chez M. Madran dans son cabinet. Ils m'ont dit d'écrire à la direction boulevard Léopold. J'ai écrit, il n'y a pas de réponse. Et je ne suis pas le seul dans le cas. On a fait un sondage devant les SAJ, tous les parents. C'est la même chose. Ils ont été pour l'aide après leur dossier directement au parquet. Oui. C'est ce qu'il se fait. Non, je m'excuse, mais ça c'est... On voyait maintenant la famille, et la famille vit vraiment une vie très très difficile, même mais il faut psychologiquement. Aussi agir en dehors des pressions citoyennes, politiques. Il faut utiliser aussi d'autres pressions, comme par exemple, je disais, la voie du droit. Le juge, il doit motiver sa décision. S'il ne motive pas sa décision dans un sens, on peut l'attaquer et demander un réexamen de la situation pour appel. On peut aussi voir s'il respecte les règles. Ici, en l'occurrence, c'est ça qui est essentiel, c'est un placement. Il ne peut pas durer infiniment. Normalement, l'objectif d'un placement, c'est, dans la finalité, la loi le dit, de retourner en famille. Et vous ici, vous sentez bien que vous l'avez donné en faisant confiance et que c'est une situation qui vous a complètement échappé et avec une situation en pire. J'ai 5 enfants, de 5. Donc il a 4 enfants à la maison avec lui. Donc. Et où ça se passe très très bien. Très bien. Mais pas de souci. Donc il est clair que c'est des arguments normalement qui doivent faire valoir. Mais si le premier juge n'a pas entendu, si on n'a pas, il faut faire appel. Oui. Et le système, je ne veux pas dire qu'il est parfait, il est perfectible, mais il faut en tout cas se battre aussi au niveau du droit. Et je ne sais pas si vous avez un avocat. Si j'ai un avocat, vous connaissez même, c'est M. Péchi. Qui est venu, lui. C'était Nadia qui nous a... En tout cas, voilà, et il se bat, j'imagine qu'il s'est battu pour pouvoir justement... Non, les avocats, ils parlent au bureau, oui, on va faire, quand ils sont là devant la juge... Pas tous, il y a des avocats qui travaillent. C'est pas la première, il y a 3. Ils m'ont dit, oui, au bureau, non, on va parler avec madame, la situation ne peut pas durer, il n'y a rien contre vous. Mais une fois qu'ils sont là devant la juge, rien. Et ça fait combien d'années maintenant que ça dure? Ça dure 4 ans maintenant. Maintenant 4 ans. Moi, je vous assure qu'un avocat, ce n'est pas son objectif. Normalement, c'est devant le juge qui va être encore plus violent. Donc, vous n'avez peut-être pas eu de chance de ce côté-là. Mais ne pensez pas qu'un avocat, c'est fait pour se taire lorsqu'on est dans le juge. C'est tout l'inverse. Au contraire, vous pouvez être même surpris parce qu'il utilise des procédures que vous n'avez pas vous-même connaissance du fait que vous n'avez pas fait d'études et il peut vous aider. Donc si ça ne va pas, si vous ne sentez pas, je pense que là aussi, il est important de choisir la bonne personne. Mais tout ça, j'ai envie de dire. Nous, on n'a jamais eu de problème. Je ne connais pas ni les justices, ni les avocats, ni c'est la première fois. C'est sa première expérience. La première expérience est mal avec les SAJ qui nous fait ça. Je comprends et ça doit être très très douloureux. Mais moi, j'ai une vision qui est une vision plus dégagée et moins émotionnelle. Et donc je peux vous dire que ça marche. J'ai eu des situations, moi, catastrophiques en premier instant. On ne s'est pas compris avec le premier juge. On ne s'est pas compris. Il était dans un blocage. On a fait appel et là, on a eu une autre vision. On n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, mais au moins on a été écouté. Et ça a permis de débloquer. Et parfois, c'est des situations inverses. On a gagné, c'est le parquet qui fait appel, et alors sa situation sera renversée. Donc, il y a vraiment une possibilité de réagir. Mais de toute manière, il faut savoir que le temps, c'est un facteur important pour créer le lien. Quand je commençais en théorie en disant, parfois les parents, le pire, on dit que le mieux est l'ennemi parfois. Le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'on veut toujours mieux faire. Et parfois, il est important d'écouter, d'essayer de comprendre. Et pour certaines familles, c'est qu'ils n'ont juste pas compris ce qui se passait.
Ils n'ont juste pas compris ce qui se passait. Ils étaient en révolte, en guerre. Moi, j'ai un exemple dernièrement. Une mère de famille comme vous et un père de famille qui sont vraiment très, très soucieux des intérêts de leurs enfants. Mais comme on est venu prendre leur enfant à la maison le soir, enfin le matin très tôt, et eux travaillaient, ils étaient scandalisés. Et donc la première chose qu'ils voulaient faire, c'était crier devant le juge, mais c'est scandaleux, vous m'avez dit, je vais porter plainte contre vous. Alors que c'est pas techniquement, je comprends qu'humainement on a envie de le faire, mais techniquement dans le cadre de la défense d'intérêt, c'est pas bon. Et il faut peut-être expliquer ce que le juge, lui, a eu comme demande du parquet, qu'il a eu lui-même d'un policier, qu'il a eu d'une assistante sociale, et finalement, l'erreur, elle commence tout au début de la chaîne, et celui qui prend la décision que vous voyez en face, il n'a que finalement suivi les rapports. Il faut pouvoir lui dire calmement, attendez, ça c'est la thèse des autres, mais voyez voir, venez chez moi pour voir un peu le vrai son de cloche. Et ça permet d'atténuer. Mais si un parent est trop en colère, ou bien qu'il ne comprend pas tout ça, il pense que tout le monde est dans le complot, et ça, à ce moment-là, c'est le rôle de l'avocat. C'est le rôle de l'avocat de pouvoir jouer l'intermédiaire et d'arranger la situation. Et parfois aussi, quand il y a des choses scandaleuses, il faut pouvoir aussi, s'ils sont injustes, s'indigner devant le juge. Mais il faut pouvoir le faire appel, aller même plus loin, Cour européenne du rôle, il ne faut pas se laisser faire. Et la juge ne nous a jamais donné le temps de parler. Mais vous faites appel, vous passez au-dessus du juge. Une fois, je lui dis, madame, s'il vous plaît, vous avez un rapport, ce monsieur qui l'a fait de l'essagie, on ne le connaît pas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Monsieur, taisez-vous, moi je le connais, il a de l'expérience. Oui, comme ça, devant tout le monde. Oui, moi je le connais, il a de l'expérience. D'accord, mais vous, votre acte le plus fort que vous puissiez faire, c'est appel. On ne savait pas. Et ça, elle n'a plus rien à dire, on passe au-dessus, et vous pouvez expliquer, dire voilà comment le premier juge m'a répondu. Et là, ça permet de calmer un peu la situation. Et le ministre, maître, est-ce que le ministre a un rôle à jouer parce qu'il a écrit un ministre... Il y a la séparation des pouvoirs, même si elle est fort maintenant tenue avec voilà ce qui se passe actuellement. Oui, l'affaire du terrorisme, etc. Que les pouvoirs non, c'est pas ça, c'est qu'il y a le pouvoir judiciaire qui est un peu en révolte par rapport aux mesures du pouvoir politique judiciaire. Et donc on sent clairement qu'il y a une lutte. Mais normalement, les pouvoirs se respectent. Et on ne va pas demander au ministre de la Justice. Pas le ministre de la Justice, le ministre de la Jeunesse. Mais Rachid Madran. On ne peut pas demander à un ministre d'intervenir, de donner des injonctions dans un cas de figure particulier. Sinon, il se mettra porte-en-feu. Mais il peut ouvrir une enquête. Il peut, en tout cas, objectivement, de manière générale, ouvrir une enquête sur le mode de fonctionnement. Et répondre à la famille. Peut voir si les règles ont été respectées, mais pas influer sur un cas de figure. Et c'est même pas bon. Parce qu'en fait, l'exercice de la justice, il est fait dans un cadre bien clair. On a la possibilité de combattre, que ce soit le procureur, que ce soit même le juge, avec les outils qui sont les lois, qui sont jusqu'à présent très bien faites. Elles vont dans l'intérêt d'une sauvegarde de la famille tant que c'est possible. Il faut que des experts de ces lois les utilisent à bon escient pour vous. Alors, sortir les bons articles en disant, voilà, ici, vous le placez, qu'est-ce qui a justifié cette mesure extrême? Et en plus, il faut que ce soit utile. En quoi le placement est utile? Ça fait 2 ans qu'on est placé, on a une situation catastrophique, 4 ans. Qu'est-ce que vous pensez de le bilan au niveau de l'intervention du tribunal? On peut essayer autre chose. Moi, je vous propose, et notamment le jeune propose le projet du jeune, autre chose. Il faut l'essayer. Et si vous le refusez, expliquez-moi pourquoi. Et sinon, vous ne répondez pas, il y a un défaut de motivation. On peut même aller casser un jugement uniquement sur le problème de la motivation. Tout ça, c'est des combats judiciaires qui sont faits au quotidien par les avocats, par les familles. Et si ça, c'est pas fait, j'aime autant vous dire, c'est pas le pouvoir judiciaire, c'est pas le pouvoir politique qui va pouvoir régler. Donc aujourd'hui, moi je vous invite, et c'est de manière générale, à vous battre avec les outils que vous avez. La loi, elle vont dans vos sens. Et je suis désolé, en tant que parent, vous êtes le premier qui a son mot à dire. Tout à fait. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer en fait les conséquences que cette histoire, en fait, en tout cas, a causé sur la famille? Ça a des mauvaises conséquences pour l'enfant et pour l'enfant aussi. Comment ça se passe au niveau quel quand climat il est là, vous vivez maintenant, quand etc. il vient, il est content. Mais le retour,
à l'internat où est-ce qu'il est, on au téléphone, on me dit oui, quand il retourne dimanche, il pleure. Ils sont fermes, il pleure. On a été à l'SPJ, on lui a expliqué, il dit oui, il pleure, ça va pas, on doit changer cette situation. Mais cet assistant de l'SPJ se moque de nous. Franchement, c'est le mépris total. On n'est pas écouté ni rien. Parce que je lui ai demandé pourquoi vous faites ça. Vous savez ce qu'il m'a répondu? On protège le Hicham. Je lui ai dit pourquoi? De vous. Ouais, de son père. On dit je le protège de vous. Je lui ai dit pourquoi vous le protégez? Ah, là, il s'est tué. Et maintenant, vous voulez l'inscrire ici, le téléphone, non, il faut les parents. Est-ce que dans le dossier, il y a à un moment donné, par exemple, un signe de violence que non, tu as, non, non, tu as déjà pas du frappé tout. ton Non, enfant? pas du tout. Ils ont parlé, les enfants, ils ont été filmés par la police 2-3 fois. La police qui sont venus, les inspecteurs qui me connaissent dans la commune, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'on a fait. Et je m'excuse, je lance un appel à tous les Marocains, n'allez pas à l'ESAJ. C'est tout, je lance, parce que l'ESAJ, il n'est pas au service de l'aide. Et ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Ce n'est pas les seuls. L'ESAJ, il fait des dossiers comme quoi ils font du bon travail. Ils font du mauvais travail. Et je n'ai pas peur de le dire. Il y a un monsieur qui fait la loi là-bas. Il fait la loi. Lui, il vient, il ne vous connaît pas, il vous fait un dossier, il appelle le pédopsychiatre, il a peur de lui, il va même jusqu'à l'internat. Il a été même jusqu'à l'internat, il a dit à mon fils, si tu ne veux pas rester ici, tu vas voir, je vais donner ton dossier au juge. Il a menacé le petit de 12 ans. Vous vous rendez compte? Sans autorisation, il est allé là-bas. Voilà. Et il est toujours là. D'où l'appel est intéressant pour pouvoir contrôler et contester finalement ces décisions. Moi, je pense qu'on ne peut pas généraliser à partir d'un cas. Mais il est clair que j'en ai vu plusieurs. Et à partir du moment où ça se répète, on peut commencer à se dire, écoutez, le système, il doit être amélioré et il est assez inquiétant que pour pouvoir dire les choses clairement. Et donc aujourd'hui, loin de, pour moi, dire... moi, je suis heureux que vous dites comme ça ce que vous pensez. On est dans un système où la liberté d'expression, c'est pas simplement... vous pouvez dire quelque chose, mais uniquement quand ça ne nous dérange pas ou que vous n'attaquez pas le pouvoir. C'est important, c'est votre devoir. Si vous le ressentez, etc., il faut pouvoir le dire. Mais moi, ma vision à moi, elle est plus large. Je vois qu'il y a des choses à améliorer, mais il ne faut pas tout rejeter. Et il est important de vous dire que dans mon expérience, le SAJ, notamment lorsque on parle de SAJ, il n'y en a pas un. Il y en a plusieurs, ça dépend des assistantes sociales, ça dépend aussi des conseillers. Et parfois, ça se passe très très bien, parfois c'est la catastrophe. Tout à fait. Manifestement, c'est ça qui ne va pas. Oui. Je crois qu'il doit y avoir des contrôles et une espèce de justice distributive pour pouvoir permettre, quand ça ne va pas, permettre une espèce de médiation du parent et les écouter. Pas croire qu'automatiquement, parce que c'est des parents, eh bien, ils sont manifestement pas bons. Et ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'à partir du moment où on a un problème, on est stigmatisé comme mauvais parent, on colle une mauvaise étiquette et eux savent. Non, personne ne connaît mieux que les parents leur enfant. On doit pouvoir aussi prendre des décisions parfois contraires aux parents. C'est possible, parce que parfois il y a des situations. Mais il faut les expliquer et il doit y avoir des traces objectives et qui doivent être contrôlables, non seulement par le juge, mais encore par le juge d'appel et par toute personne qui dira le dossier. Comme ça, on peut objectivement. Moi, ce que j'entends du récit, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Non. Vous n'avez pas eu d'explication. Vous avez été manifestement sans ressenti du mépris. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Moi, je l'entends souvent aussi. C'est que des parents, parfois dans des situations, je ne dis pas que c'est votre situation, mais des situations qui, objectivement, je pouvais comprendre la décision. Parce qu'on ne savait pas au moment où on l'a prise, on n'avait pas toutes les données et on a pris des mesures de protection au tout début. Mais ce n'était pas une raison de parler comme ça aux parents. Ce n'était pas une raison de les prendre pour des... Non, ils ont droit aussi à ce qu'on leur explique. Et parfois, j'ai vu l'inverse. J'ai vu des parents qui insultaient les juges. J'ai vu ça aussi, moi. Parce qu'ils sont tellement frustrés. Donc, je crois qu'il faut pouvoir comprendre que dans cette matière-là, il faut pouvoir être professionnel. Tout à fait. Ne pas prendre pour vous. Si c'est le parent, c'est normal, c'est sa vie. Mais les professionnels doivent être professionnels. Même s'ils ont des gens insupportables à ce moment-là, c'est parce qu'ils sont dans une situation inextricable. C'est difficile pour eux. Il faut pouvoir aussi, donner l'explication, ou parfois temporiser, et créer du lien, et expliquer. Et les avocats ont un rôle important pour justement jouer ce rôle de tampon, tantôt pour faciliter la discussion, parfois pour s'indigner avec leurs clients. Et si on n'a pas un avocat
qui joue son Tout à rôle, fait. magnifiquement, le fusil. Il faut aussi avoir un avocat qui peut Donc, bouger. j'insiste effectivement sur le fait qu'il faut pouvoir avoir un lien de confiance avec Tout à fait. l'avocat et sentir que son avocat va encore plus loin que ce que nous, on aurait pu aller. Parce que sinon, il n'a pas d'utile. Si l'avocat ne va même pas faire ce que vous étiez capable de faire, à quoi servent? Ce qui s'est passé aussi, c'est que l'affaire est devenue un peu une affaire personnelle entre M. Boubker et les délégués de SAJ de SPJ. Ça n'arrange pas la situation. Que j'ai été présent une fois, en tout cas j'ai accompagné pour essayer de comprendre au SPJ. Et donc il y a quand même une affaire personnelle. On parle plus de l'intérêt de l'enfant, on parle plus en fait de monsieur. Il a un comportement agressif en parlant. Donc sa manière de parler. Voilà. Donc c'est devenu en fait une sorte de coercition. Très mauvais. Ouais, très mauvais. C'est très mauvais parce qu'on se détourne de l'intérêt essentiel des enfants. Et on oriente vers autre chose. On a une espèce d'incompatibilité d'humeur, de personnalité entre les... Et c'est une guerre d'ego. Mais bon, il faut essayer de passer au-dessus. Tout à fait. Pour pouvoir justement revenir à l'essentiel en disant mais qu'est-ce que vous avez ici par rapport à l'évolution positive de l'enfant et rester sur ça. Monsieur Boubker, qu'est-ce que tu as à nous dire maintenant? Qu'est-ce que tu veux demander exactement en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quelle est ta demande précisément? On est perdu, franchement, on ne sait plus quoi. Je ne sais plus quoi, on va l'inscrire à Bruxelles, on va l'inscrire, le téléphone lui dit non, c'est toujours les parents, il parle, il dit les parents ils ont des difficultés. Mais je lui ai expliqué plusieurs fois à l'assistant de l'SPJ, s'il vous plaît, pourquoi vous dites on a des difficultés? Expliquez-moi. Donc vous voyez encore l'assistante, la déléguée? Oui, ça fait un mois. Il m'a dit oui, cette situation dure. Toujours la même. Il m'a dit ça dure, maintenant on doit mettre le petit ici à Bruxelles. Ouais. Il m'a dit plus ou moins qui prend le dossier, c'est un autre... C'est une mauvaise chose. Oui, il m'a dit oui, mais il doit venir chez vous, il va expliquer. Je lui dis, mais si vous voulez l'inscrire, inscrivez, on l'a fait, vous avez dit le contraire. Et maintenant, vous me dites que vous faites toujours des allers-retours, vous allez au SPJ, puis alors vous allez à la police. Les questions qu'il pose, qu'est-ce qu'il a fait le week-end? Est-ce qu'il est sorti? Il a crié, il a fait ça. Mais ça, c'est des questions posées aux parents, pour un petit. Alors que vous avez 4 autres enfants qui sont épanouis, qui sont toujours à la maison, etc. Ils sont à la maison, ils vont à l'école, il n'y a pas de problème. C'est une situation, maître, qui est un peu bizarre. Je pense que c'est toujours difficile de rentrer dans une situation personnelle sans connaître tout le dossier. Tout ce que je peux dire, c'est que j'entends des éléments positifs. Savoir que ici, on va changer de délégué. Déjà, c'est bien de repartir sur des bonnes bases et de pouvoir vous dire, voilà, moi, mon humeur, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'évolution de votre enfant. Et il a tellement souffert, il n'a jamais déposé des bagages, j'entends bien ici, c'est que tellement transballé à gauche, à droite, que maintenant il faut trouver une situation définitive. Parlez-moi de lui, parce que ça m'intéresserait de savoir comment, quand vous allez le voir et que vous discutez, est-ce que vous le voyez dans une situation où vous sentez que lui, il tient le coup? Non. Il lui dit franchement, il dit moi j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il demande de rentrer à la maison avec ses frères et tout. Et est-ce qu'il a un contact personnel avec son propre avocat? Non. Son avocat. Parce que je l'ai rencontré, en fait, j'ai parlé avec lui pendant 2 heures. Voilà, il a rencontré. Il m'a dit, moi j'ai plus envie de rester dans le centre, etc. Est-ce qu'il peut parler avec son avocat? Il n'a jamais parlé avec son avocat. Est-ce qu'on ne peut pas justement faire un forcing avec, en disant qu'il écrit à son avocat, je voudrais vous rencontrer, sinon qui demande à ce qu'il change d'avocat, parce que c'est important qu'il ait un contact. Tout à fait. Peut-être que ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est déjà une bonne chose. L'avocat peut introduire des c'est l'avocat qu'ils ont désigné eux-mêmes. Mais ils ne sont pas spécialement mauvais. Moi, je fais partie aussi de ces avocats, attention. Et ces avocats, eux, c'est qui, eux? C'est le barreau. C'est la collectivité des avocats qui... Le problème, c'est que tous, maintenant, ils sont contre nous. Mais qui vous dit que l'avocat que vous n'avez pas vu, il serait déjà contre... Il est contre nous parce que quand il est là à la séance, il dit oui, mais je suis d'accord avec vous, madame la juge. Mais parce qu'il a fait... Il est d'accord avec tout, lui. Oui, je suis d'accord, madame la juge. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de contact avec l'enfant. Il faut absolument que cet avocat soit en contact. Mais c'est à lui, il ne l'a jamais vu. Il dit, voilà, l'avocat, il est désiré, mais il n'a jamais parlé avec lui. C'est une affaire un peu bizarre, en fait. Soyez proactif, c'est-à-dire que si vous sentez que les choses ne vont pas naturellement, allez créer. Si l'enfant téléphone son avocat ou écrit une lettre à l'avocat en disant je veux vous voir, je ne vous ai jamais vu, il va se rappliquer tout de suite.
Plutôt que de dire oui, il vient pas, l'avocat ne prend pas les démarches, Oui. essayez d'être proactif. C'est vrai C'est que vrai. normalement, c'est l'avocat qui devrait se bouger. Mais si c'est pas fait, corrigez. Ça, on est dans La famille n'a pas souvent en fait ces outils de travail, ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, la famille se retrouve parfois aussi très perdue entre toutes ces institutions. Surtout, M. Bobker, il ne connaissait pas la justice, il n'a jamais eu affaire à un tribunal, il ne connaissait pas le ISAGI. Donc, en fait, il est rentré dedans, et il commence. Il commence. Je l'entends, je sens bien qu'il connaît très bien. Maintenant, après 4 ans, il a appris. Il connaît les humeurs et les personnalités de certaines personnes. Or, j'aurais bien aimé qu'ils connaissent aussi les rouages, les leviers qui puissent les aider, les procédures d'appel, les délais d'appel, comment pouvoir agir d'une manière ou d'une autre en invoquant les bonnes dispositions légales et les expliquer aux gens, dire voilà pourquoi l'article 1 tel dit ça, et vous me dites l'inverse. Justifiez-moi. Et je ne le dis pas de manière en étant arrogant, mais simplement je ne comprends pas pourquoi cet enfant, par exemple, me dit à moi tout le temps qu'il veut rentrer et que vous ne lui permettez pas de rentrer, alors qu'il a plus de problèmes là où il est maintenant que quand il était chez moi. Est-ce qu'il y a une audience prévue chez le... Jusqu'à présent, non. Non. Vous pouvez les provoquer, les audiences, par exemple. Parce que la dernière fois, on a été, Madame le juge, oui, vous êtes des parents gentils, tout ça. Voilà, maintenant on est gentils. Le premier jour, on n'a pas été gentils. On est devenus gentils. Oui. Oui, vous êtes des parents gentils, j'ai vu, il n'y a rien contre vous et tout. Mais le problème, c'est pas nous, j'ai dit, c'est le petit. Donc il faut absolument, comme a dit Maître, changer d'avocat, moi je pense, et faire les choses autrement pour essayer en tout cas d'aboutir à quelque chose, sinon ça peut prendre encore beaucoup plus d'années. Non, ça ne va pas prendre du temps parce que nous, parents, vous êtes fatigués. Oui, on est fatigués, on a donné un délai, Okay. On les a respectés, écoutés, baissé la tête et tout, mais eux, ils nous ont pris vraiment, je ne comprends pas, je n'ai pas le mot pour les décrire, je ne sais pas. Ils prennent les gens, premièrement, on prend les gens pour des illettrés ici maintenant, qui n'ont jamais été à l'école, qui ne connaissent rien. C'est ça le pire. Maître Métioui, un dernier mot sur la situation et sur le ISAGI, le SPJ. Je voudrais que, en tout cas, les auditeurs qui vous écoutent retiennent une chose, c'est que il y a une loi qui est idéale, qui est là pour prévoir des mesures de protection pour une jeunesse qui est en danger dans des situations catastrophiques. Et c'est important que ça existe. Il y a aussi des ratés, on entend. Il faut pouvoir voir l'échelle globale. Si, d'une manière ou d'une autre, on est touché, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir essayer de comprendre, décoder et s'expliquer calmement. Tout, comme monsieur vient d'expliquer, il ne comprend pas. C'est important de pouvoir verbaliser. Et aussi d'utiliser les outils qu'on a. Appel, consultation d'avocat. Si ça ne va pas, on change. Mais d'abord, essayez de les appeler. Et in fine, tous les documents qui sont utiles pour pouvoir prouver ce que l'on dit. Avec ça, on agit. Parce que sinon, on va juste se plaindre dans une chambre, il c'est pas juste, le monde est injuste. Et finalement, si vous passez à côté d'un délai d'appel, à quoi ça sert que vous avez hurlé? Le juge ne vous prend même pas au sérieux. Oui, c'est la personne qui va crier un petit peu ou qui va pas être content, mais finalement, elle laisse passer le délai d'appel. Il faut parfois avoir de la retenue, mais agir et taper là où il faut. Délai d'appel, recours, invoquer les bonnes dispositions légales, être avec son conseil qui dépose un défaut de pièce et agir, combattre pour être efficace. C'est trop important que pour ne pas imaginer qu'il ne faut pas être efficace dans le domaine. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Un dernier mot pour les téléspectateurs, je vous les remercie auditeurs. tout d'abord pour l'invitation. Merci. Moi, tout dit. Non. Madame, Monsieur, vous avez bien entendu en tout cas le contenu et le déroulement en tout cas de cette émission. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Maître Redouane Métioui qui est spécialisé dans tout ce qui est droit de l'enfant, protection à la jeunesse, etc. Que vous pouvez aussi consulter si vous avez besoin d'un bon avocat. Je lui fais de la promotion. Et merci Monsieur Bobker d'avoir accepté notre invitation, de témoigner en tout cas. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis.